Les gens me disent, mais comment tu fais 19 ans après pour avoir la même passion? Quand je vois le chemin parcouru, je me dis, mais c'est une aventure de dingue. Ouais, et c'est génial, et ça continue à nous animer. Fin de contrat le 29 février 2020, 15 jours après, on était confinés. Alors tout le monde m'a dit, mais David, t'as fait l'erreur de ta vie. J'ai fait non, au contraire, j'ai pris la bonne décision. Et on cherche pas à se simplifier la vie en fait. Qu'est-ce que je vais raconter à mes petits-enfants? J'ai qu'une hâte, c'est leur raconter notre histoire, les plus, les moins. Souvent les gens nous disent, mais les gars, comment vous faites pour bosser en couple? J'allais vous le dire, travailler en couple. Moi je trouve que c'est assez courageux. C'est assez challenging. Ouais, c'est clairement. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes des conseillers et agents immobiliers de France. Aujourd'hui, je suis super content de faire cet épisode parce que je reçois non pas seulement un conseiller mais un couple, et donc ça c'est relativement rare. Je suis accompagné comme d'habitude de ma très chère et tendre épouse Céline. Bonjour à tous. Et je suis accompagné aujourd'hui aussi de David et de Anne. Hello, bonjour à Salut à tous les deux et bienvenue. Eh ben merci à vous pour l'invitation. Ouais, merci, on est ravis d'être là. Ah super, ça faisait un petit moment qu'on se suivait sur les réseaux sociaux, mais on n'avait jamais eu l'occasion de faire un épisode de podcast comme ça. Et donc là, ça va être l'occasion de nous raconter votre histoire, parce que pas mal de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux aussi. Enfin, surtout toi, Anne, tu es un petit peu plus active que David. Hein. Tout à fait, ouais. Vous êtes répartis les rôles, comment ça se passe? Ouais, c'est l'image, on va avoir la belle image de la femme. Ouais. Bon, ils ont compris que l'algorithme c'était la femme, c'est ça. Exactement. Ils ont tout visé sur toi, remarque, on fait un peu pareil. Donc, En fait, à la base, c'est moi le produit de l'immobilier. Donc, moi, j'ai commencé l'immobilier il y a quelques années, en 2006. Donc, raison pour laquelle, forcément, j'ai, on va dire, eu un peu plus au départ d'expertise dans le domaine. Et après, David m'a rejoint dans l'aventure. Donc, voilà, c'est comme ça que tout est né. Ah ben super, on va en parler justement, notamment de ce démarrage. Donc, tu as démarré en 2006. Tu te rends compte que tu es une des rares personnes qui a commencé avant moi, que je reçois sur le podcast. Juste je suis la doyenne, Julien. Voilà, exactement. Ouais, tu m'as doublé d'une année ou une année et demie, je sais pas. Parce qu'elle est née un an avant toi aussi. Ah oui, c'est ça. Ça faut pas le dire. Personne ne le croira de toute façon. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ben justement, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que ça fait un petit moment, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier, pourquoi tu as choisi ce métier-là, et Carrément. puis après on va parler de la rencontre. Ouais, alors moi j'ai commencé l'immobilier en 2006, parcours assez classique. J'ai commencé via un BTS profession immobilière. Donc, moi, j'aimais beaucoup les maisons. J'étais déjà, je regardais déjà toute petite un petit peu l'architecture quand j'allais chez des copines. J'aimais en fait les intérieurs de maisons. Je pense que j'avais déjà toute petite une appétence commerciale. Donc, assez rapidement, après mon bac, en fait, je me suis tournée vers un BTS profession immobilière. Donc, vraiment, je suis un produit de l'immobilier. Okay. Et c'est vrai que les gens me disent... Ça fait donc 19 ans. Les gens me disent, mais comment tu fais 19 ans après pour avoir la même passion? Parce qu'en fait, c'est un métier avec des hauts et des bas, parce que forcément, on a connu des crises. Hein. Mais c'est un métier que j'aime toujours autant, qu'on peut faire différemment, que j'ai appris à apprivoiser aussi sur d'autres aspects. Donc voilà, j'ai commencé profil assez classique en agence immobilière. Donc j'ai fait mon BTS en alternance dans une agence de quartier en région parisienne. Et c'est vrai que très très rapidement, ça m'a passionnée. Donc je travaillais en plus, j'ai eu la chance de travailler dans une agence qui faisait du haut de gamme. Donc c'était hyper intéressant parce que très rapidement j'ai pu voir des biens de qualité, j'ai rencontré des professionnels de qualité, des vendeurs qui étaient inspirants avec des belles histoires, avec des beaux biens. Donc c'était hyper sympa. Et puis donc après j'ai continué après mon BTS dans une autre agence où j'ai très très rapidement monté les scores et fait pas mal de ventes sur plusieurs années où je faisais des beaux chiffres d'affaires. Agence familiale aussi ou une franchise cette fois-ci? Alors, c'était pas une franchise, c'était une agence indépendante, mais une agence qui faisait du syndic, gestion loc. Et moi, je m'occupais toute seule du pôle transaction et j'envoyais à peu près entre 35 et 40 ventes chaque année. Donc, je me débrouillais plutôt pas trop mal. À quel âge, t'étais jeune, là, du coup? Ouais, là, j'avais 20... donc, j'ai commencé, du coup, dans cette agence en 2009. Donc, j'avais 22 ans. Donc, très jeune. Mais ça m'a tout de suite passionnée. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose, même si il y a toujours, comme on dit, un processus, etc. Mais ce que j'ai toujours apprécié, c'est que on n'a jamais deux fois le même client, on n'a jamais deux fois le même bien. Il y a plein de challenges à relever.
c'est un métier où on a à la fois, bien évidemment, un côté commercial, mais il y a aussi tout l'aspect juridique, il y a aussi du droit immobilier. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses et comme j'étais assez autonome dans cette agence, je gérais tout, y compris les promesses de vente, donc les compromis de vente, je gérais vraiment... C'est toi qui les rédigeais? Ouais, je les rédigeais. C'est vrai qu'à l'époque, on le faisait beaucoup plus. On le faisait beaucoup plus en agence. Maintenant, que... c'est vrai qu'on le fait moins et nous, d'ailleurs, on le délègue maintenant au notaire. Ouais. Mais voilà, donc je faisais une petite équipe tout. Aussi? Alors non, parce qu'à l'époque, tu sais, ça se faisait pas trop. C'était vraiment, tu travaillais en agence traditionnelle. J'avais des collègues, mais plutôt sur la partie syndic, gestion, etc. Après, il y avait une synergie des métiers. C'était quand même très intéressant parce que le syndic t'apporte aussi du business. Et puis, le fait aussi de côtoyer des professionnels en administration de biens, c'est intéressant parce que tu vois aussi comment se déroule une assemblée générale. Comment ça se passe un certain nombre d'éléments. Donc, j'ai eu aussi acquis pas mal de compétences là-dedans. Donc, c'était super riche pendant de nombreuses années. Et puis, donc, je suis devenue maman en 2018. Et donc, en 2019, on a décidé, au départ, seule, de monter l'agence Bouco Immobilier. Okay. Et puis, assez rapidement, David m'a rejoint dans l'aventure un an et demi après. Donc, sur quel secteur, cette agence, du coup? Alors, pareil, sur là où on vit. Donc, nous, on est en région parisienne, au sud du 92. Donc, on touche vraiment, on est à 6 km des portes de Paris. Donc, c'est super, c'est une banlieue qui est super agréable parce que très verte, parce que très familiale. Et on touche vraiment Paris, on est à 20 minutes du centre de Paris. Donc, tout fonctionne. Mais voilà, du coup, j'ai, assez naturellement après, j'ai monté Bouco Immobilier avec le soutien de David au départ un peu en backup. Et puis, 1 an et demi après, c'était tellement le feu qu'il a fallu m'aider du renfort. Et donc, super David est arrivé dans l'aventure. Ah ben super, c'est pas commun quand même. C'est pas commun d'avoir un enfant et de créer une agence juste après avoir un enfant. Ouais, elle avait 4 mois, c'est un peu le déclencheur en fait. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est un peu le fait d'avoir eu notre petite fille. Voilà, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai dit Anne, là c'est le moment. Il faut se lancer, voilà. Bon, je vous raconte pas les premiers temps où ça a été de la crainte, des nuits où elle dormait pas. Et je lui dis si, tu vas y aller, t'es capable. Depuis tout le temps que tu fais de l'immobilier, ça va aller. Donc, elle avait 4 mois en effet. On a commencé à tout monter Bouco Immobilier. Alors moi, évidemment en off parce que j'étais encore sur mon ancien boulot. Pour le coup, rien à voir avec l'immobilier. Moi, je suis pas du tout un produit de l'immobilier. Alors justement, toi, tu faisais quoi avant ça? Alors moi, j'étais dans la banque, mais la banque, en fait, j'ai un profil ingénieur. J'ai un master de mathématiques appliquées. Ne prenez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà. Mais j'ai aussi un profil commercial. Donc ça va. En fait, j'ai un côté très hybride. C'est-à-dire que je faisais de l'informatique décisionnelle appliquée au marketing. Donc j'ai un côté très technique, mais aussi un côté très ouvert sur le marketing, sur la relation client, etc. Donc c'est pour ça que très facilement, je comprenais les enjeux qu'avait une agence immobilière et que j'ai pu accompagner Anne à développer Bouco Immobilier. Alors Anne, évidemment, c'est un bulldozer sur le terrain, on le sait très bien, c'est une top performeuse, mais il faut des bonnes fondations pour que la machine fonctionne. Donc, si on doit faire l'image, voilà, c'est Anne qui fonce, et moi j'essaye un peu de tenir tout ça, ce qu'on a réussi à bien faire dès le début, et je l'ai même rejoint bien avant que ça explose, parce que concrètement, j'ai proposé à Anne de la rejoindre, on venait d'avoir la carte T, peut-être 2 mois, enfin ça faisait 2 mois qu'on avait la carte T. On avait fait rentrer 0 € de chiffre d'affaires dans la boîte. Mais moi, je sentais qu'il y avait un virage à prendre. En fait, dans ma boîte, il commençait à y avoir un peu des discussions de comment dire, carrière, remaniement. Non, de remaniement au sein de la direction, etc. Et j'ai dit Anne, écoute, je pense que c'est le moment si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Et j'ai bien senti. Alors, fin de contrat le 29 février 2020. 13 jours après, ou je sais pas, 15 jours après, on était confinés. Voilà. Alors tout le monde m'a dit, mais David, t'as fait l'erreur de ta vie. J'ai fait non, je crois que j'ai fait la bonne. Au contraire, j'ai pris la bonne décision. Ça nous a permis de monter plein de choses, pendant les confinements, de mettre plein de choses en place. En effet, les premiers temps, je suis resté complètement off. Officiellement, j'étais même pas dans l'agence. J'accompagnais Anne, je faisais le marketing, je gérais la boîte, etc. Et après, moi, j'ai commencé à faire du terrain un peu au fur et à mesure. Voilà. Et puis surtout, j'étais à bonne école. Je regardais Anne. Enfin, j'étais très spectateur de ce que faisait Anne. Beaucoup de questions, des fois trop de questions. Ça, c'est mon côté ingénieur. Ça l'agaçait un petit peu. Mais en même temps, j'avais besoin de comprendre pas mal de choses. Et voilà. Et moi, j'avais surtout idée à un moment de développer un petit peu, parce qu'Anne est une pro de la transaction.
Elle vient d'une agence elle venait d'une agence dans laquelle il y avait de la gestion du syndic. Et c'est vrai qu'on faisait pas beaucoup de locations et on s'était dit que ce serait pas mal aussi de développer la gestion. Alors on n'est pas assez aujourd'hui pour développer, mais on a opté pour la nourrice locative. D'accord. Donc j'ai dit je vais prendre aussi ce pan-là pour donner de la valeur aussi à l'agence et faire rentrer du chiffre d'affaires un peu autrement. Pendant la période Covid, il y en a un paquet qui ont... Oui, c'est ce que j'allais dire. La suite aussi a donné raison parce qu'au vu de la conjoncture, Bien avec sûr. la transaction qui est un peu plus compliquée en ce moment, je pense que ça a vraiment du sens de diversifier l'activité avec de la VFA, avec justement la partie gestion loc, avec de la location tout bonnement. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit du coup tous les deux qui m'a interpellé là dans vos différentes présentations. C'est que toi, Anne, donc du coup, tu faisais énormément de transactions et tu as tenu ça sur plusieurs années. Ouais. Donc, tu as décidé de lancer cette agence, mais tu es rapidement arrivé au soutien pour vraiment, on va dire, plus sur le plan psychologique. Ça, c'est intéressant parce que les gens, des fois, comprennent pas qu'on peut faire beaucoup de chiffre d'affaires et toujours douter de nous-mêmes. Je sais pas si c'était ton cas quand tu as lancé, alors que finalement, c'était que le prolongement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que j'ai l'impression que David, il a joué un rôle Oui, crucial. alors le fameux syndrome de l'imposteur. Voilà. En fait, donc j'avais beau faire de l'immobilier depuis plusieurs années, performer, être une bonne professionnelle, parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je suis une bonne professionnelle. J'avais un petit peu, au départ, me lancer. En fait, je trouvais que c'était un gros challenge parce que je me disais, OK, je sais produire, je sais faire un certain nombre de ventes dans l'année, mais gérer une agence, c'est du job quand même, parce qu'il y a plein de choses à côté. Et on va dire que c'est ça qui est intéressant, ce soutien donc marital et du coup après entrepreneurial que vous connaissez vous aussi, était intéressant parce que David m'a soutenue en me disant mais Anne, t'es largement capable et David a apporté un certain nombre d'expertise, je vois que ça vous fait sourire tous les deux, parce que moi, il y a notamment, alors il n'y a pas que la comptabilité, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels moi non seulement ça ne m'anime pas, mais en plus je n'ai pas de compétences ni d'appétence là-dedans. Et donc c'est intéressant parce que David m'a apporté tout ce soutien-là et surtout un appui de me dire Anne, au pire tu te lances et même si ça va pas, il y a plein d'agences qui te veulent autour, donc crois-moi que le job tu vas en trouver en fait, donc tu pourras rebondir. Et c'est vrai que ça m'a rassurée de me dire j'ai un potentiel filet de sécurité et si jamais ça va pas, je retournerai en agence ou je ferai autrement. Mais c'est vrai que ce soutien ça a été très important aussi pour nous et ça a été un vrai tournant. Je pense que David avait cette vision entrepreneuriale que moi je n'avais pas. Moi j'étais vraiment la vraie productrice et on en voit beaucoup en agence des top performers qui performent, qui sont très bons mais qui n'ont aucune ni envie ni besoin. Après, il faut aussi avoir les compétences parce que, comme tu l'as dit très justement, il y a vraiment plusieurs domaines quand on devient entrepreneur dans l'immobilier. C'est pas la même chose que quand on fait que produire. Il y a tout l'aspect marketing dont tu parlais qui est super important. Oui, la vision long terme aussi, parce que on a assez rapidement travaillé où est-ce qu'on voulait aller, sous combien de temps. Puis l'administratif, le management aussi, parce que là aujourd'hui vous avez des équipes, donc vous allez pouvoir nous en parler aussi. Oui, on a développé ensuite, mais on s'est dit quel chemin on veut prendre, et c'est vrai que David avait vraiment cette expertise-là, où moi en fait je n'étais pas du tout ouverte à ça, et au fur et à mesure par contre, quand je vois le chemin parcouru, je me dis mais... En fait, c'est une aventure de dingue, et c'est génial, et ça continue à nous animer pour plein de nos projets. Et souvent, ce que je dis à Anne, c'est que, en effet, quand on fait que de la transaction, comme tu dis, un conseiller qui fait que ça, il se concentre que là-dessus. Et des fois, je lui dis, tu vois, tout ce qu'on gère à côté, en fait, il y a plein d'énergie qu'on passe ailleurs. Et c'est vrai que le focus que tu avais dans l'agence avant, tu partais en vacances, tu coupais ton téléphone, c'était les collègues qui géraient. Tu t'occupais de tes clients, tu relançais tes vendeurs, tu relançais tes acquéreurs. Maintenant, c'est autre chose. Tu vois aller avec quel partenaire je vais travailler, est-ce que je dois changer de partenaire parce que ça ne fonctionne pas, comment est-ce que je veux développer par la suite. Et donc forcément, on n'est plus du tout dans le métier d'agent immobilier. On a une partie, mais on a aussi le partie de développement de l'agence. Mais c'est hyper enrichissant, nous, on adore ça, c'est ce qui nous permet aussi de rencontrer beaucoup de monde, faire beaucoup de réseaux et surtout on rencontre de belles personnes. Et aujourd'hui, on choisit aussi des partenaires par rapport à l'humain. Bien sûr. C'est le plus important. Voilà, et c'est vrai que ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, on a fait le salon Rent, le salon de la FNAIM. Les 2 jours au Rent, je crois qu'on est arrivé, on n'a pas eu le temps d'aller sur les stands parce qu'en fait, je crois que c'est la première année où on rencontrait tellement de monde, soit qui nous voyaient sur les réseaux, ou soit des nouveaux partenaires ou autres, des gens qui voulaient nous rencontrer en tout cas.
Et on est ressorti de là, mais avec une énergie en disant ça fait du bien. Ça Oui, sort un peu du cadre, mais en fait, les gens nous ont raconté leurs projets, on a parlé de plein de choses, et ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve qu'on s'élève dans une démarche entrepreneuriale qui est autrement, qui est autre que quand tu restes au stade de prod. Bien sûr, voilà, je bien pense sûr. que vous connaissez ça aussi avec votre développement, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant et on est très content d'avoir pris ce virage. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup du coup, donc tu as rejoint en 2020, c'est ça? 2020, ouais. Ouais, 2020, un an et demi après, un an après. En fait, on a eu la carte de transaction le 13 mai, je crois. Ouais, 13 mai quelques mois 2019, après. Donc ça s'est fait assez vite, finalement. Ouais, Ok. quelques mois après. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment vous gérez ça, le côté vie pro, vie perso quand on travaille en couple, et comment vous répartissez les rôles au sein de votre agence? Vas-y David, je te laisse la main. Alors il y a le côté, la partie privée pro en effet, donc on a notre petite fille Nina qui a 6 ans aujourd'hui, bientôt 7. On gère, alors pour l'école, l'amener à l'école, aller la chercher, on alterne, on la garde les mercredis aussi et les vacances scolaires. Alors comment on fait? Alors c'est pas compliqué, nous on s'est lancé aussi à notre compte pour se dire que on travaille beaucoup. Mais par contre, on veut du temps de qualité avec notre fille. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a du temps pour elle, même si on doit retravailler le soir, si on doit travailler les vacances, les week-ends, c'est pas un souci. Mais en tout cas, on se dispatche en se disant, voilà, moi j'ai des rendez-vous là, je dois faire ci, je dois faire ça, donc c'est toi qui gères la petite, soit pour l'école, soit pour les mercredis ou les vacances. Donc on va le gérer comme ça. Et comment on dispatche l'activité? Parce que c'est vrai qu'on est différents, on est très complémentaires avec Anne. Mais pour autant, je fais beaucoup de terrain aussi. C'est-à-dire, j'en fais ça fait 2 ans où ça y est, je suis vraiment rentré sur le terrain, là où j'en faisais quasiment pas initialement. Donc c'est vrai que sur la partie de terrain, on arrive à se dispatcher les rendez-vous très facilement. Quasiment tous les propriétaires nous connaissent tous les deux. C'est-à-dire qu'on se présente tous les deux, on a des groupes WhatsApp communs. Donc que ce soit Anne ou moi qui fait des visites, c'est la même chose. Donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ce qu'on n'avait pas au début. Anne avait un peu de mal au début à dire mais c'est normal, hein, beaucoup immobilier, c'est Anne Boucaud, je suis la sachante. Et à un moment, je lui ai dit, il faut que tu me laisses ma place, parce que sinon, ça le fera jamais. Il y a quelques clients qui l'ont dit, non, je veux pas que ce soit David, je veux que ce soit vous qui vous occupiez de moi. Et ça gênait Anne. J'ai fait non. Je fais, mais le problème, c'est toi qui leur laisse l'opportunité de te dire ça. Et ça, c'est pas normal. Ça, si quelqu'un te dit ça, tu dis non, c'est David, c'est pareil. Et aujourd'hui, ce schéma, on l'applique parce qu'on explique qu'on a quand même une alternante qui est là 2 semaines sur 3 avec nous, donc ça nous permet aussi de lui donner du temps pour faire des visites, entre autres. Quand on présente notre alternante aux clients, c'est pas notre alternante, c'est notre collaboratrice. Et on leur dit tout de suite, elle vient avec nous parce qu'elle pourra faire visiter votre bien. Et on lui laisse pas le choix. Et quand on pose le cadre comme ça, les gens l'acceptent naturellement. C'est ça, on a appris à poser le cadre. Moi, j'ai aussi appris à poser le cadre avec David parce que c'est ça qui est intéressant quand tu as un associé, d'ailleurs, que ce soit ton mari, ta femme ou peu importe qui. Au début, j'avais du mal à laisser David prendre le lead. Donc voilà, il y a eu toute une organisation entre nous, mais auprès des clients, comme tu dis, il y a eu vraiment ce côté où maintenant l'image, aujourd'hui, c'est Anne et David, c'est plus que moi. Et donc, il y a eu une orga entre nous, mais aussi vis-à-vis des clients pour que ce soit clair pour tous. Et avec notre alternante, après, on pourra peut-être en parler dans le deuxième lieu, mais on a monté une autre structure où on a des agents co. Donc c'est pareil, comment on se répartit aussi les rôles sur le management. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on fait du terrain vraiment tous les deux. David a toute la partie, on va dire, partenariat, développement d'agence, toute cette vraiment partie-là, vision long terme. Puis David prend, j'ai beau être une fonceuse, mais il prend plus de risques que moi. Je l'assume. Donc voilà, il va avoir cette vision plus entrepreneuriale, on va dire, même si avec le temps, j'ai bien avancé dessus. Et moi, je reste quand même beaucoup sur la partie opérationnelle. Bon, moi, j'adore le closing, j'adore un certain nombre de choses qui caractérisent vraiment les ventes immobilières. Et puis moi, je suis une rentreuse de mandat. Donc voilà, peut-être que moi, je vais avoir plus cette partie-là. Mais on est assez complémentaires. Donc c'est intéressant. Comme tout le monde, il y a eu des hauts et des bas. Mais je trouve qu'on fait un beau binôme, en tout cas sur... On a bien défini aussi les rôles. Et ça, notre expert comptable nous en avait parlé. Je trouve que ça a du sens d'en parler aujourd'hui. Parce que, encore une fois, dans un couple comme dans une association, c'est très important à la base de devoir dire « Ok, qui fait quoi, comment ?» Parce que sinon, tu vas vite sur le terrain. Pour un peu que les deux aient un fort caractère, il y a la friture dans l'air. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir se dire qui fait quoi, comment. Et quand il y en a un qui prend une décision sur quelque chose, c'est OK. Il faut que l'autre se mette dans le... Exactement. Et c'est important de le faire aussi parce qu'on va un peu garder l'énergie. Parce qu'en fait, si on veut tout maîtriser... À un moment, on met de l'énergie partout et c'est pas possible. Donc, à un moment, c'est important de laisser chacun aussi gérer certains sujets.
Et même à sa manière, je dirais. Et à sa manière, oui, à sa manière, parce que c'est vrai que quand on est dans la performance comme ça, on a une méthode qui fonctionne pour nous, et c'est vrai qu'on a du mal parfois, surtout au début. Je l'ai connu, moi quand j'ai recruté mon premier commercial, c'était un peu la même chose, je pense, que toi. Tout ce que je le voyais faire, je voyais des défauts partout. Alors qu'en réalité, il arrivait des fois au résultat en ayant appliqué pas du tout ma méthodologie. Ouais, on mais va c'était dire. intéressant aussi pour toi de voir comment. Exactement. Comment et ça m'a très vite ouvert l'esprit sur ce sujet-là, tu vois. Mais je comprends totalement. Mais après, notre force, on est complémentaires vraiment sur plein de choses. Mais il y a des clients aussi avec qui ça matche mieux avec Anne et d'autres où ça matche mieux avec moi. Mais on sait se le dire. Et on sait dire quand des fois je lui dis Anne, là, c'est toi qui y vas, c'est toi qui vas closer. Des fois, elle me dit là, ce client-là, enfin souvent cette cliente-là, elle me dit va parce qu'elle aime bien les hommes. Et souvent, elle me le dit, c'est rigolo. Donc je vais prendre le lead là-dessus. Mais au moins, on se le dit et on est conscient. On dit avec toi, ça passe mieux. Je sais que on ira plus vite au résultat. Et il faut pas avoir, par honte à se dire, je suis moins bon. Non, c'est pas qu'on est moins bon, c'est on plaît pas à tout le monde. Et on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est aussi intéressant, comme on dit, ça c'est une vision entrepreneuriale, mais de bien se connaître soi et de bien aussi connaître les forces et les faiblesses et de savoir l'autre là où ça va être sa zone de génie ou au contraire là où il va falloir qu'il y ait un coup de pouce sur des choses. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on trouve qu'on a aussi une vie riche parce que tous les jours on grandit, on apprend, on rencontre des personnes qui font différemment et là on va se dire ça c'est intéressant et nous on fait pas tout à fait comme ça mais ça c'est super intéressant, on pourrait l'implémenter peut-être avec notre façon de faire et c'est ça que je trouve qui est chouette. Et du coup pour vous ça serait quoi du coup les 3 grands avantages que vous voyez à travailler en couple maintenant avec le recul? Déjà, on a notre temps commun, on peut gérer notre planning ensemble. Alors, c'est bête, mais il y a beaucoup d'entourage qui dit les vacances, je pars tout seul avec les enfants parce que j'ai pas les congés, etc. Donc, nous, c'est vrai que c'est pas mal de gérer ça. Alors, ça a le côté aussi négatif où on se dit, du coup, qui est à l'agence? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas totalement répondu à ta question d'avant. Donc, qui a notre alternante qui prend on fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un. Donc, soit l'alternante, soit nos collaborateurs. On a 7 collaborateurs aujourd'hui sur une deuxième agence, mais qui peuvent très bien gérer nos mandats aussi sans problème. Donc, on peut partir assez aisément. Ça, c'est le premier point. Après, peut-être la flexibilité, je trouve, qui est intéressante parce que, comme tu dis, on arrive à s'organiser bien comme ça. Le deuxième point, pour répondre à ta question, moi, je dirais que c'est un projet qu'on porte à 2. Et souvent, les gens nous disent « Mais les gars, comment vous faites pour bosser en couple ?» J'allais vous le dire. Nous, c'est peut-être la question qu'on nous pose le plus. Comment vous faites? Moi, je ne pourrais jamais travailler avec mon mari, ma femme, parce qu'on est très différents. Et en fait... nous, on répond toujours, en fait, ça reste un projet qui nous anime, qui est intéressant parce que on a l'impression aussi qu'on est non seulement plus soudés, mais aussi que comme on porte un projet commun, on dit aussi que le ciment d'un couple, c'est aussi ce que tu partages au quotidien. Et pas justement, chacun fait son projet, chacun fait son sport, chacun fait sa vie. Nous, ça nous renforce dans cette partie-là parce qu'on s'élève aussi. Donc, je dirais qu'il y a ce côté rassembleur. Et ça c'est soude aussi, ça soude et c'est beau. Après on s'est toujours dit si ça va pas dans un domaine parce que du coup c'est vie pro vie perso que vous connaissez mélangé, mais on s'est toujours dit on se dit les choses. Et troisième point, je trouve que ça renforce notre communication et notre image, et je trouve que bosser en couple, on a plein de clients qui sont venus nous voir ou pour nous dire écoutez, nous ça nous touche, le côté un peu familial, je pense que vous le voyez, et d'ailleurs nous on est très sensibles à ça, un côté un peu plus authentique, un peu plus et puis nous on a même dans les partenaires où on va être touché par une histoire de couple ou familiale ou peu importe, ou même un beau parcours perso. Mais je dirais vraiment le troisième point pour répondre à ta question, ça va être le côté humain et le côté on a envie de les solliciter parce que c'est des acteurs locaux, ils bossent ensemble, ils se sont fait tout seuls, ils ont monté leur marque. En fait, je pense que quand on dit qu'on travaille ensemble, il y a toute une histoire, les gens mettent derrière toute une histoire. Tout le temps ensemble. Et ils pensent qu'on est toujours ensemble, il y a ça aussi. On leur dit non, attention. On se voit peut-être moins que vous avec votre conjoint. Oui, aussi. Mais ça touche, et je sais pas si c'est Céline ou Julien qui avait dit à Anne, on se voit pas de ne pas travailler ensemble. C'est ça. Mais en fait, combien de fois on se dit on se voit pas ne pas travailler ensemble en fait. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail à la maison, on nous dit mais vous devez parler que de ça. Oui, on parle beaucoup. On sait mettre un cadre avec, je pense comme vous avec votre fille, mais on sait mettre un cadre de dire, par moment on coupe et on. Mais moi, je me suis toujours dit avec Julien, je sais pas si on n'avait pas travaillé ensemble dans ce projet de l'agence quand on était en France, enfin même encore aujourd'hui avec Dubaï, mais vraiment. Dans l'immobilier, c'est quand même l'ascenseur émotionnel, il y a pas mal de choses. Et je me suis toujours dit, si je rentre à la maison et que mon mari fait autre chose, est-ce que je me vois vraiment lui dire tous les problèmes que j'ai ? Il va pas comprendre, en fait. Il y a des choses...
il peut pas comprendre la situation que j'ai vécue avec ma cliente aujourd'hui, les rebondissements, etc. Il pourrait pas comprendre et finalement ça serait peut-être difficile, alors que là du coup on vivait tout ensemble et du coup on pouvait s'épauler, se soutenir sur des choses sur lesquelles des fois c'était... C'est tout à fait vrai ce que tu dis, et dans l'expérience de coaching que j'ai eue, et je pense que vous pouvez le partager aussi, j'ai eu beaucoup de conseillers ou directeurs d'agence quand ils le partageaient pas avec leur conjoint, parce que comme on se l'est dit, c'est pas très courant, enfin en tout cas il y en a un petit peu, mais qui se sentent justement assez esselés et qui se disent je me sens seule dans mon ascenseur émotionnel, dans mon cheminement, parce que à la maison, quand il y a un profil par exemple plus salarié ou sur des profils vraiment différents. Nous on a eu une anecdote comme ça à l'agence, tout début de l'agence, peut-être les 3-4 premières années, on avait un commercial qui tournait très très bien et qui était très heureux et épanoui dans le travail. Avant il travaillait à la caisse à Leclerc, donc ça lui a fait un choc, et il était très jeune, il avait moins de 25 ans. Et quand il rentrait chez lui, en fait, son enthousiasme choquait sa femme. Et du coup, ça l'a mis... Alors, les premiers temps, elle était contente. Par contre, au bout de quelques mois, elle s'est sentie dévalorisée par rapport à lui, parce que elle se sentait nulle, en fait. Lui gagnait 4 ou 5 fois ce qu'elle gagnait. Il rentrait du boulot, il était content. Il voyait ses collègues au boulot, elle supportait pas ses collègues au boulot. Et du coup, ça a créé très vite des frictions entre eux. Un fossé, exactement, parce que là, par contre, le cas inverse, cette fois, c'est pas qu'elle elle comprenait pas son enthousiasme, on va dire, et c'est complètement fou, quoi. Donc ça crée des incompréhensions, parce que ce métier-là est quand même très particulier, on ramène beaucoup de choses à la maison aussi, à l'inverse de d'autres métiers. C'est un métier qui est très très prenant, et c'est vrai qu'il y a tout ce côté où on vit tellement les choses avec le client qu'on s'en rend pas compte quand on le fait. Et moi, David, avant qu'il rentre dans le domaine, je pense que tu le voyais, mais aujourd'hui tu le vois avec un autre regard, parce que tu vois que c'est prenant. Je le comprends maintenant. Des fois, elle me dit mais tu te rends pas compte, ou elle me parle dessus. Je fais mais lâche un peu, lâche. Et en fait, je me rends compte que non, c'est pas évident de lâcher, parce qu'on on rentre dans la vie des gens, mais au plus profond. C'est-à-dire qu'ils nous racontent plus de choses qu'à leur propre famille. On est un peu leur psy aussi à certains. Hier, j'étais pendant une demi-heure avec une cliente et Anne a compris. J'ai dit, je suis une demi-heure avec cette cliente, et elle a compris pourquoi j'ai passé une demi-heure avec elle. Et c'était, on rentre dans la vie, elle m'a expliqué tous les déboires qu'elle avait, qu'elle raconte peut-être pas à tout le monde. Et donc, on arrive avec des grosses valises à la maison, et il faut que quelqu'un comprenne, parce que vu de l'extérieur, c'est vrai que quand j'étais pas dans le domaine, quand elle me disait, elle me racontait ses histoires, je dis, tu mets de côté, c'est pas grave, c'est pas tes histoires. En fait, si. Si, t'accompagnes jusqu'au bout les clients. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très courageux à travailler en couple, et c'est aussi une question qu'on nous pose souvent, mais le fait de travailler en couple, c'est aussi 2 personnes qui vont travailler sur la même agence, au même endroit, et donc, concrètement, il y a quand même un risque, parce que du coup, effectivement, s'il y a crise ou s'il y a quelque chose, du coup, c'est les deux salaires du foyer qui sont impactés quand même par la situation. Donc ça, c'est quand même assez... moi, je trouve que c'est assez courageux. C'est assez challenging. C'est clairement. Finalement, on n'a pas le choix, en fait. Ça doit marcher. Sais ce qu'on se dit, ce que des fois, je lui dis, quoi qu'il arrive, on se débrouillera, parce que on sait qu'on trouvera des solutions. En fait, là, on a vécu les crises 2023-2024, où en fait, tout allait bien, 2021-2022, puis d'un seul coup, on se retrouve avec la trésorerie qui fond, etc., à se poser des questions, à réduire les investissements, et à même avoir un peu peur, à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et je lui ai dit, on trouvera, quoi qu'il arrive, quelque chose, parce qu'on a les énergies parce que si c'est pas dans l'immobilier, on trouvera des nouvelles idées, etc. Et en fait, si tu arrives avec cet état d'esprit, c'est ça. T'en sors, parce que si tu arrives, c'est dur, j'y arrive pas, je vais perdre. Comme tous les confrères qu'on croise, qui nous disent en permanence, les gars, c'est compliqué, ce qui est une réalité. Force du couple, ça fait une force. Il y en a un qui... Et puis quand il y en a un qui a un peu moins le moral, l'autre est là pour le Ça, c'est génial. C'est super. C'est vraiment marrant ce que vous avez dit, parce que nous, c'était exactement la même chose au démarrage. C'est-à-dire que moi, j'étais comme toi. J'avais fait ma première année à Janco. J'avais fait, je crois, 22 compromis en 10 mois. Donc, assez sûr de moi. J'avais 20 ans. Et moi, je ne voulais pas créer l'agence. Et c'est Céline, en fait, qui a eu un peu ton courage et ce truc de dire, allez, on y va, etc. Et donc, c'est vrai qu'on peut s'encourager dans les moments de crise, au démarrage, dans les moments de crise, ou même dans les moments d'euphorie aussi. Des fois, se tempérer un peu. Tout à fait. Ça peut arriver. Parce qu'on peut s'emballer aussi. Se dire allez, on part en recrutement, on va faire ça. On prend une belle voiture. On sent le vécu là. Non, c'est vrai que j'ai eu 2-3 caprices, mais ça m'a passé. J'étais jeune, mais je vois très bien cette synergie que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est vraiment beau à voir. Ça se voit que vous êtes beau à voir, et vous êtes vraiment. On sent vraiment la complémentarité. Merci, quoi. Et l'authenticité. Vous la partagez aussi, et c'est super intéressant aussi de discuter avec d'autres entrepreneurs en couple, parce que à chaque fois qu'on a pu avoir des échanges, c'était toujours enrichissant.
enrichissant et super intéressant de voir comment on le vit, quoi. Et alors, la deuxième agence, la deuxième structure, donc là, du coup, vous avez une agence, donc Bouco Immobilier. On va parler un peu du développement maintenant. Voilà, exactement. Donc là, vous avez une alternante avec vous. Et donc, vous êtes tous les deux sur l'agence? On produit tous les deux, Anne et moi, sur cette agence. Donc, transaction, location, alors gestion en nourrice. Ouais. Et moi, pas de syndic. Pas de syndic, ça ne va pas faire. Moi, je me suis formé sur le viager. J'aimerais bien développer cette partie-là. David veut développer le viager. Donc, je me suis formé le mois dernier, donc voilà, ça va être à venir. Mais en tout cas, transaction, location sur cette agence. Donc, 7 collaborateurs sur cette Alors non, sur celle-ci, on n'est que tous les deux post-alternantes. Pardon, quand je parlais des 7, c'est sur l'autre agence qui s'appelle Les Toits de Robinson. Donc on partage le bureau, dans la même agence. Il y a les 2 logos sur l'agence. On a monté une deuxième marque parce qu'en fait, moi, je faisais régulièrement des intercabinets avec un super agent immobilier, une femme qui travaillait dans un grand réseau national. Et en fait, elle ne se retrouvait plus dans les valeurs du réseau et elle trouvait qu'elle était une parmi des millions alors qu'elle faisait quand même top 10 France, donc elle s'envoyait un petit peu. Et elle m'a toujours dit, Anne, ça serait cool qu'on bosse ensemble. Sauf que quand tu t'appelles Bouco Immobilier, c'est vrai que souvent les gens ils viennent pour toi. Et donc on a décidé de monter une deuxième marque qui s'appelle les Toits de Robinson, qu'on a monté début 2021. En fait, elle est venue nous solliciter en 2020. Moi, je venais d'arriver dans l'agence et été 2020, Laure nous sollicite. Ça fait déjà un premier gros challenge. Mais direct, en fait, à peine j'arrive, on arrive là-dessus. On est reparti sur le logo, les créations, vous connaissez ça. Parce que nous, on a tout repris from scratch. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est pas rallié à un réseau ou autre. On a tout recréé, que ce soit les noms des marques. Beaucoup immobilier, c'était pas compliqué. Les Toits de Robinson, mais c'est vrai, les codes couleurs. Il y a quand même une charte graphique, un logo, il y a quand même une identité. L'organisation. Voilà, exactement. Quel est l'ADN de ta boîte, quels sont les collaborateurs que tu veux recruter. Donc, l'agence a 4 ans, vient d'avoir 4 ans. Janvier 2021, on a commencé. Qui se trouve où, du coup, celle-ci? Sur la même ville. On a le même siège social, on a tout pareil, même dirigeant. D'accord. Sur la même ville, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on essaye de mailler la ville. D'accord. C'est que des agents co. Et donc, les 7 bossent chacun de manière indépendante comme des agents co classiques. Et on est très contents parce qu'on est fiers de notre équipe, parce qu'on a vraiment des personnes de qualité. Il y a une super ambiance. C'est que des personnes qui véhiculent des valeurs qui sont importantes pour nous. Et d'ailleurs, on préfère faire petit, mais avec... petit en termes de nombre, j'entends, parce qu'on voit grand. Mais nous, en tout cas, c'est important que les personnes se sentent bien et soient alignées avec qui on est. Faire un immobilier comme on aime, humain. On n'est pas là pour arnaquer les gens ou mal se comporter ou faire du one-shot. Ça ne nous intéresse pas. Donc, en tout cas, on est très contents de notre équipe parce que il y a une belle synergie, un bel état d'esprit. Et donc, on ne cherche pas spécialement... on veut développer, et s'il y a des talents qui se présentent avec plaisir, mais en tout cas, on ne cherche pas à faire un développement massif et à recruter à tout va pour recruter. On pourrait parler un peu du modèle aussi que vous avez choisi, parce que nous aussi, c'était le modèle sur lequel on était. On était un peu dans la même, j'ai l'impression, dans la même philosophie, c'est-à-dire que nous, on préfère avoir une petite équipe avec que des gens qui performent, qu'une grande équipe étendue, avec qui on a moins de rapports déjà humains au quotidien et qui performent moins où chacun performe moins. Du coup, pourquoi avoir fait ce choix d'être indépendant? Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser la question. Nous, c'était il y a déjà plus longtemps, c'était plus classique, mais là, aujourd'hui, c'est moins classique. Du coup, pourquoi avoir fait ce choix-là? Je te laisse la main, David. Alors, le choix, il est sur une vision très long-termiste. Donc, en fait, c'est vrai que si on raisonne court terme, clairement, il faut se rallier à un réseau, il faut devenir mandataire. Anne a été sollicitée avant même qu'on monte l'agence pour rejoindre plusieurs réseaux de mandataires. Encore aujourd'hui, on est beaucoup sollicité. Alors, on réfléchit à des choses, mais... Oui, ça n'empêche pas de rester ouvert. Tout à fait, c'est intéressant d'ailleurs. Mais en fait, en effet, on gagnerait plus d'argent à ISO chiffre d'affaires, c'est clair, net et précis. Maintenant, l'enrichissement, est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? L'enrichissement, comme on dit souvent, c'est par exemple d'être là avec vous. Est-ce que si on avait été chez un mandataire quelconque et que Anne faisait 500 000 € de chiffre d'affaires, qu'elle gagnait 2 fois plus que ce qu'on gagne aujourd'hui, est-ce qu'on serait là à partager notre expérience avec vous? Non. Et ça, ça pour nous, ça compte de passer du temps, du temps de qualité comme ça. Et ça nous permet aussi de se développer. C'est-à-dire que si on voit plus long-termiste, c'est-à-dire que si dans 10 ans, on veut développer autre chose, c'est pas grâce à nos capacités sur le terrain qu'on va développer d'autres choses, c'est parce qu'on vous a rencontré, c'est parce qu'on aura rencontré X personnes
qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, c'est pas que l'argent qui va nous mener à ça. Et ce que j'ai souvent dit à Anne, notamment avec son coaching, je lui dis, si tu as pu faire du coaching pendant 1 an, enfin d'ailleurs, elle continue à en faire de temps en temps, c'est aussi parce que les gens te reconnaissent parce que tu as créé. Tu as créé 2 agences, les gens viennent pour ça. Si tu avais été mandataire, est-ce que les gens seraient venus vers toi pour te faire coacher ? Bien sûr. Tu vois ? Et en fait, tu construis comme ça tous ces blocs-là. Donc, pourquoi ce choix-là ? C'est parce que comme ça, on a nos propres images. Et surtout, on construit comme on a envie. On construit comme on a envie. Si on veut développer d'une manière ou d'une autre, quand tu es rattaché, ce qui est normal, quand tu es rattaché, tu fais avec les règles qu'on te donne. On a eu la chance de toucher, que ce soit, comme on disait, la création du logo, enfin plein de choses, mais diverses et variées, qu'on n'aurait pas eu la possibilité de faire si tu es rattaché à une marque, même s'il y a plein d'avantages à être raccroché à une marque. Ouais, clairement, financièrement, alors tu en passes temps de du crise, je temps. sais pas des fois, parce que oui, si on te demande de changer les enseignes quand c'est pas le moment. C'est vrai, mais bon, après voilà, il y a du plus et du moins. C'est ça. Mais nous, on se dit, on a eu pour nous, c'est vraiment une chance et une opportunité de créer tout. Et du coup, je pense que ça, on n'aurait jamais pu le faire si on était parti dans une voie avec un package en main, quoi. Et puis tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très vrai. Tu as dit on grandit aussi entre nous par rapport à notre couple, mais aussi on grandit personnellement avec cette agence-là. Donc c'est aussi une construction personnelle d'avoir sa propre entreprise avec sa propre marque. On fait évoluer tout ça en même temps qu'on évolue nous-mêmes. Mais complètement, non, mais ça rejoint un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est exactement ça. Tu construis, tu mets plusieurs blocs. On n'est pas allé vers la facilité, et plusieurs d'ailleurs, on connaît des top performers chez des réseaux qu'on adore, et qui nous ont dit, mais je vous respecte par rapport à ce que vous faites, mais... vous pourriez vous simplifier la vie. Mais vous pouvez vous simplifier la vie, clairement. On leur répond, mais on ne cherche pas à se simplifier la vie, en fait. Nous on cherche, est heureux comme ça. Voilà. En fait, souvent, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Moi, j'ai envie de leur raconter des histoires, mes petits-enfants. Je dis à chaque fois, j'ai hâte. Enfin, je sais pas que j'ai hâte. J'ai envie que nos enfants grandissent gentiment, mais qu'est-ce que je vais raconter à mes petits-enfants ? J'ai qu'une hâte, c'est à leur raconter notre histoire, les plus, les moins, tout ça. Et ça n'a pas de valeur, ça. Enfin, nos yeux, ça n'a pas de valeur. Ouais, totalement. Et qu'est-ce que ça vous a permis de faire, du coup, l'immobilier ? Nous, à l'époque, on a aussi commencé très, très jeune. Ça nous a permis d'acheter notre RP très tôt. On était vraiment très jeunes. On a rénové, etc. Vous, qu'est-ce que ça vous a permis, finalement, l'immobilier ? Ça t'a vraiment cartonné sur le plan humain, mais aussi, effectivement, sur le plan financier, sur les projets Alors nous, on n'est pas des bons élèves, dans le sens où on est propriétaire de notre RP, mais on s'est pas constitué un patrimoine pour l'instant, même si c'est dans les projets. C'est sûr, c'est le temps. Après, moi, je le vois vraiment comme une expérience humaine, je dirais. Parce que je pense que dans ce métier, ce que j'aime, c'est encore une fois, c'est les rencontres, c'est tout ça, mais je pense que, et on en parlait justement à Noël en famille, moi je suis fière de ma vie aujourd'hui et franchement je trouve qu'on a une vie géniale, parce que on a, entre guillemets, quand je dis on a gravi les échelons, c'est pas une histoire d'ascenseur social, mais on a mené en fait notre barque sur plein de domaines et donc pour répondre à ta question Céline, ça va être vraiment... pas forcément sur le côté matériel, même si on a aujourd'hui une vie confortable, mais encore une fois, tu vois, chacun a, comme on dit, chacun son Everest. T'as des gens, ils ont besoin d'avoir 10 appartements et c'est OK. Nous, pour le moment, on n'en est pas là. Mais voilà, je pense que c'est plus sur les rencontres, sur ce qu'on a réussi à construire, à faire, à s'accomplir, sur le développement, tu vois, on a eu plein d'expériences différentes, on a eu l'occasion de faire une émission de télé, on a pu faire des trucs divers et variés où en fait je trouve que on a une vie super riche et moi j'ai eu donc je me forme au coaching, enfin tu vois, je trouve que c'est très intéressant, même sur le développement. On espère racheter une agence là en 2025. Donc, tu vois, c'est plus sur ce côté où on a l'impression qu'on n'a pas une vie plan-plan, quoi. Et que en fait, on se lève tous les matins et moi, je me dis, mais gratitude, quoi. Tu vois, mais on l'a construit. Enfin. Et donc, je dirais plus ça. Je ne sais pas si toi, David, tu vas ajouter quelque chose. Non, mais tu as raison. Voilà, comme je disais, on ne s'enrichit pas que par l'argent. Après, on vit convenablement. On a une belle maison. On a une voiture sympa. Enfin, 2 voitures sympas. Mais on n'est pas des... On n'est pas très matérialiste. On n'est pas très matériel, ouais, voilà. Ouais.
Et puis on a connu aussi une crise, donc voilà, qui nous a fait aussi nous remettre à notre place, hein, parce que comme toi, on achète une grosse voiture, on flambe un petit peu, même si on le faisait modérément, mais on a aussi appris à dire, vivre avec attention, moi. Il faut faire attention parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça, c'était une belle expérience surtout... malgré tout, même si financièrement... Ah mais on se le dit, hein, c'est une crise, mais ça nous a appris à revoir pas mal de choses pour la boîte et nous en perso, donc c'est plutôt bien. Mais en tout cas, oui, ça nous a permis quand même de nous acheter une maison au Plessis-Robinson, ce qui est quand même sympa. Et surtout de pouvoir éduquer notre fille comme on veut. En fait, c'est surtout la base, c'est qu'on veut lui apporter tout ce qu'il faut de bien pour elle. Avoir une bonne école, bien manger, partir en vacances. Voilà, c'est important. Et puis avec des valeurs, prendre du temps aussi. Et c'est vrai que moi, je rajouterais que l'immobilier, en fait, toutes les rencontres que j'ai faites, il y a toujours eu quand je dis un fil conducteur, bon, bien sûr, il y a des clients avec qui ça fit plus ou moins, mais j'ai fait des rencontres qui m'ont marquée, où j'ai appris de clients, de couples, de plein de choses. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que toutes ces rencontres, je pense, ont fait qui je suis aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de métiers. Enfin, bien sûr, il y a plein de super beaux métiers. Mais en tout cas, moi, je suis contente parce que je trouve qu'on fait un métier qui a du sens. On accompagne les clients quand même dans des projets de vie et on rentre dans leur vie perso. Je pense que vous aussi, vous avez des clients avec qui vous avez tissé des liens et avec qui vous avez des relations. Nous, aujourd'hui, on a plein de clients qui sont devenus des potes et qu'on revoit, même des personnes âgées avec qui on tisse des liens. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette et donc je trouve que l'immobilier en tout cas apporte ça et cette dimension aussi c'est pas du one shot en fait, il y a des liens long-termistes et on apprend beaucoup les uns des autres. Bien sûr, et je trouve que justement le fait d'être indépendant dans ce que vous avez dit, pour moi, on est un peu pareil, je vais même dire on est très similaire à tout ce que vous avez dit, c'est incroyable. On dit rien mais on dit rien depuis tout à l'heure mais franchement seriez-vous en train de répéter notre histoire? Franchement c'est incroyable, dans votre façon d'aborder les choses et tout, c'est vraiment incroyable. Mais oui, pour en revenir sur le fait d'être indépendant, je pense que nous aussi on a pas mal misé sur notre personal branding, sur le côté couple, etc. Et on attire des gens un peu qui nous ressemblent aussi. Et du coup, c'est vrai que derrière, au-delà de la transaction, on noue des liens très souvent après. Et c'est ça qui est super. Enfin, moi, c'est ce qui me régale dans ce métier. C'est que justement, on va connecter avec des gens de tous milieux sociaux. En tout cas, nous, pour notre part, c'était vraiment le cas. Hein. Et ça aussi, c'est très enrichissant. Et donc, non, je te rejoins parfaitement là-dessus. C'est chouette qu'on partage aussi ça. Et sur les valeurs du sport, avant le podcast, vous parliez rugby. Enfin, voilà, on a plein de choses. On a quand même joué contre sans ça. On a peut-être joué contre sans ça. Ça, c'est fou. C'est incroyable, rigolo. Non, super. Moi, je voudrais juste en venir, comme on arrive un peu à la fin de l'épisode, et qu'on est écouté par des agents immobiliers, des conseillers immobiliers, et que tu fais du coaching également comme nous. Quels seraient un petit peu tes conseils? Parce que selon toi, 2025, comment tu vois 2025 et quels conseils tu pourrais donner peut-être aux agents qui nous écoutent? Alors, 2025, pour moi, ça va être vraiment un marché de rencontres. C'est comme ça que je le vois, entre vendeurs et acheteurs, parce que 2023, 2024, alors là, je vais parler prisme notre marché parisien, parce que je sais qu'il y a des régions où c'est un peu différent, mais on va dire 2023-2024, nous, on a été clairement dans le dur, dans le sens où les prix ont baissé, mais ça, c'est un petit peu comme partout, mais c'est surtout qu'on a eu beaucoup de mal à faire atterrir les vendeurs sur les prix, et donc il y a eu beaucoup de pédagogie à faire et retrouver des acquéreurs. Donc là, pour moi, ça va être vraiment la rencontre. Donc pour moi, c'est un marché d'espoir. C'est comme ça qu'en tout cas, on le voit. C'est beau. Se dire, 2025, les acquéreurs sont de nouveau sur le marché. Et là, pour le coup, c'est plutôt unanime. Alors, il y a des régions où ça va peut-être arriver un petit peu plus tard, etc. Mais il va y avoir de nouveaux acquéreurs. Pourquoi? Baisse des taux. Et puis, si le gouvernement arrive un peu à se stabiliser, ça devrait quand même pouvoir à peu près le faire. Bien. Mais on va dire des taux d'intérêt un peu plus bas, donc de nouveaux projets acquéreurs. Et je pense que les acquéreurs ont aussi compris que les taux d'intérêt à 1%, on ne les retrouvera pas. Ou en tout cas, quand je dis ça, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, a priori, pas dans ces teneurs-là. Et pour les vendeurs, ils ont maintenant compris que les prix de 2020-2021 n'étaient plus les prix usuels. Donc, on trouve des cycles de transactions qui sont plus cohérents. Donc, vraiment pour nous, et on l'a vu là sur la fin 2024, le dernier trimestre, on a très bien travaillé. Donc, nous, on est très optimiste. Bon, d'une manière générale, on est plutôt optimiste, même dans les moments complexes. Mais 2025, pour moi, ça va être vraiment ça. Je pense que tous les conseillers, si je peux donner un conseil, qui ont été dans le dur pendant toute cette période, bravo d'avoir tenu, bravo d'avoir été résilients.
Bravo de nous être adaptés, parce que tout le monde s'est un petit peu adapté. Gardons espoir, parce que je pense que 2025-2026, même si encore une fois je vous dis ça, je ne suis pas Madame Irma, enfin pas encore en tout cas, mais je pense qu'on va aller vers une période avec un peu plus de soleil et des zones vraiment d'espoir sur la suite. Donc je pense que ça devrait être une année en tout cas plutôt florissante, même si encore une fois ça dépend des régions. Et toi David, du coup qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Tout est dit. Non, tout est dit. Non. De toute façon déjà c'est tout ce qu'on espère, évidemment, parce qu'on espérait que ça allait reprendre début 2024. Nous, on a fait 3 ventes au retour des vacances l'année dernière, en janvier après Noël. On s'est dit, c'est reparti. Puis pas de vente en février, pas de vente en mars. On s'est dit, bon, là, il y a un problème. Et en effet, septembre 2024, sur le dernier quadrimestre, on a repris notre train de 3-4 ventes par mois, d'offres acceptées, on va dire. Et c'est vrai que ce qu'on n'avait pas, on avait beaucoup de touristes là, sur les 2 dernières années, où moi, j'ai réalisé sur une maison à Sceaux, j'ai fait 50 visites pour une offre qui a abouti, mais 50 visites. Et là, on a beaucoup moins, là, on arrive sur moins de visites, mais qualifiées. C'est-à-dire qu'en 3-4 visites, on arrive à avoir une offre. Et c'est ce qui nous manquait. Voilà. On faire 4 visites avec une offre que 50 avec une ou deux. Des taux de conversion plus. Donc je pense qu'on a un peu moins de touristes. Ce qu'elle dit Anne, c'est que les taux aident évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a les taux, mais les taux, ils ont bon dos. Il y a les médias aussi qui ont dit l'immobilier, c'est la crise, donc plus personne ne veut y aller. Là, on voit des nouveaux articles plus positifs. Oui, ça commence à arriver. Donc les acquéreurs vont se dire tout va bien et ils vont y retourner. Voilà. Et les vendeurs ont accepté en effet que leur prix n'était plus adapté. Et c'était un peu ce point de rencontre. Donc le mot rencontre, il est hyper important. C'est le point de rencontre entre le vendeur qui accepte de baisser assez et l'acquéreur qui va accepter quand même de faire des offres cohérentes, parce qu'on avait quand même des offres très agressives. Qui était compliqué à faire passer. Moi, j'ai connu 2008 comme toi. Tu vois quelle différence entre les deux périodes? Moi, j'ai ma petite idée, mais... Alors moi, ce que je partagerais, c'est que en gros, 2008, ça a été relativement court, enfin en tout cas pour nous en région parisienne, c'est-à-dire qu'en gros, ça a duré, je crois, de mémoire 9 mois. Donc ça a été long pour l'époque, parce que forcément ça a été un peu plus complexe, mais je trouve que ce qu'on a vécu 2023-2024, déjà la période a été plus longue, et puis il fallait être beaucoup plus résilient. Là pour moi ça a été un laps de temps, je sais pas comment, ça serait intéressant que tu nous partages, mais pour toi dans ta région, mais ça a été vraiment une courte durée, et je ne me souviens pas d'avoir fait preuve d'une résilience ou une adaptabilité comme on a fait preuve là, où franchement, alors il y avait plein de professionnels qui avaient le moral dans les chaussettes, oui, c'est vrai. Mais je trouve que 2008 et tout début 2009, ça a été quand même assez court. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, Julien. Non, je partage exactement le même ressenti. Par contre, je trouve que c'était encore plus difficile en 2000. C'était plus court, mais plus difficile, parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrence à l'époque. Et pour preuve, nous, à cette époque-là, je ne sais pas dans ta région, mais nous, il n'y a aucune agence qui avait fermé là où j'exerçais. Donc, personne n'avait fermé. Ça avait été très dur, mais voilà. Par contre, nous, on a passé des semaines entières avec aucun acquéreur. Donc, c'était vraiment, vraiment très dur. Alors que là, on a grosso modo le même nombre de transactions qu'en 2008, mais avec un volume d'agents immobiliers qui n'a rien à partager. Donc, en fait, c'était ça qui est, à mon avis, et comme tu dis, la durée. C'est vrai que là, ça dure 2 ans. Pour la trésorerie, d'ailleurs, tous ceux qui ferment, c'est qu'il n'y a pas de trésor. Donc, si j'ai un conseil aussi à donner, c'est que je pense que cette période a fait aussi toucher du doigt aux professionnels de l'immobilier que la trésor, c'est aussi hyper important comme on dit, de se comporter aussi en bon père de famille. Donc quand ça marche bien, c'est cool, mais gardons de la trésor pour les périodes où on sait que ça va être un peu plus complexe, quoi. Et d'où pour vous aussi la raison d'avoir votre agence indépendante, de pouvoir aussi du coup développer la partie gestion. Parce que justement, quand on est en ça permet de percer la crise aussi. Là, c'est pareil. Ça, c'était hyper intéressant de se dire, il faut qu'on développe la gestion. On sait que de toute façon, pour la valo d'une société, la gestion, c'est le nerf de la guerre. Donc, on s'est mis à fond dessus. Je pense que le viager, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à développer. Pour nous, chez nous, c'est porteur. Il faudra refaire un épisode pour que tu nous en parles. Parce que c'est vrai que c'est un sujet que moi, je ne maîtrise pas. Par contre, monter en compétence. Il est passionné par ça. On en refera un bien volontiers, parce que je pense qu'il doit y avoir c'est une niche vraiment intéressante. Il n'y a pas beaucoup de transactions sur la. Je sais plus, 5 ou 10 000 transactions. Tu vas le développer, tu vas le doubler. Mais est-ce qu'avec les temps qu'on va traverser, il y en aura pas, ça va pas être une alternative beaucoup plus appréciée? Je pense que ça va être. Et puis peut-être peu connu aussi par. Non, c'est peu connu, et honnêtement, c'est intéressant, que ce soit pour les vendeurs ou les acquéreurs. Je vais pas vous le vendre, là, je vais faire mon commercial sur le viager, mais parce que je suis persuadé de ça, et quand j'ai rejoint Anne, enfin même avant de la rejoindre, je lui ai dit, j'aimerais bien développer le viager.
Sauf que on s'est retrouvé avec l'activité qui a explosé, création d'une deuxième agence, donc pas le temps pour ça, mais là, c'était le bon moment. Là, il y a des leviers. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est une solution qui est intéressante. Ok, faudra en refaire un autre. Avec plaisir. Avec plaisir, on pourra parler plein de choses, même les ventes interactives. Vous allez venir à Dubaï cette fois-ci. Ah bah oui. Voilà, ce sera l'occasion, tu vois. De quoi? Tu as dit quoi? Vous allez venir à Dubaï cette fois-ci. Exactement, ça sera l'occasion. Eh ben super, vraiment c'était un super épisode. Vous êtes pétillant, rafraîchissant. Merci à vous. En tout cas, c'était un beau moment de partage. Donc on s'est régalé. On espère qu'on a pu apporter de la valeur aussi aux auditeurs. J'en suis sûr. Vous êtes très inspirant. Et merci à vous. Merci pour l'invitation en tout cas, c'était super et on a sympa. hâte de vous revoir bientôt. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux. À très bientôt. Salut tout le monde, à bientôt. Bye bye.